J'ai trouvé intéressant que vous ayez mentionné l'interview avec Rubio, et c'était extraordinaire. J'aurais aimé qu'il l'explore un peu plus, pour être honnête. Car il a mentionné que l'ordre unipolaire est arrivé à sa fin et que nous devons accepter la multipolarité. De mon point de vue, cela impacte tout. Dans un système unipolaire, la sécurité signifie qu'un pays est capable de dominer à un tel point que personne ne peut contester sa sécurité. C'est ce qui apporte la stabilité dans le système unipolaire. Mais dans un système multipolaire, vous devez prendre en compte les préoccupations de sécurité des adversaires. Maintenant, soudainement, la diplomatie prend un tout nouveau sens. Cela déracinerait vraiment tout l'ordre unipolaire que les États-Unis ont tenté de construire depuis le début des années 90. C'est exact. Et j'ai trouvé que les déclarations de Rubio étaient assez intelligentes. Nous n'avons aucune idée si c'est sa propre observation ou le reflet d'une stratégie convenue avec le président Trump. Nous n'entendons pas de telles choses de la part du président Trump. Rien à ce niveau conceptuel. Mais ce que Rubio a dit, c'est ce que vous et moi et d'autres discutons depuis des années, à savoir qu'en fait, nous avons déjà atteint un monde multipolaire. Biden, Sullivan et Blinken ne l'ont jamais reconnu, admis ou accepté, du moins à ce niveau politique. Mais Rubio l'a dit de manière assez directe. C'est la chose la plus positive qui soit arrivée depuis le début de l'administration. Mais il est tout à fait possible que de bonnes choses se produisent, que la guerre en Ukraine s'arrête, que le cessez-le-feu soit appliqué, parce que Trump ne voudra pas plus de guerre, et que les batailles avec la Chine se limitent à ce léger échange de représailles commerciales. Il est possible, en fait, que la paix éclate de cette manière. Mais je pense qu'il est encore très tôt pour faire des affirmations à cet égard. Vous avez utilisé le mot « confusion » auparavant, et j'ai pensé, eh bien cela résumait mes pensées, non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur la question de l'Ukraine, car Trump a clairement indiqué qu'il voulait mettre fin à la guerre. Encore une fois, idéalement, il voudrait le faire dans les 24 premières heures, mais ensuite il a prolongé ce délai. Lorsqu'il a dit qu'il reconnaissait que l'expansion de l'OTAN avait déclenché la guerre, c'était très différent de suggérer qu'elle était non provoquée. Ce qui signifie qu'il y avait juste une impulsion impériale de la Russie qui doit être contrée, au lieu de, vous savez, trouver un compromis. Donc je pense que les Russes étaient assez impatients quand ils ont entendu cela. Cela semblait qu'il était prêt à prendre en compte leurs préoccupations en matière de sécurité et à prendre cela comme point de départ pour trouver une solution. Mais ensuite, il a continué à menacer les Russes avec des sanctions. Il allait réduire considérablement le prix du pétrole. Pour une raison quelconque, il pensait que l'Arabie saoudite accepterait cela. Mais maintenant, il parle aussi de l'Ukraine, payant les États-Unis avec ses minerais de terres rares pour financer le soutien américain. Donc encore une fois, si ce ne sont pas des signaux contradictoires, c'est déroutant. Il veut aussi mettre fin à la guerre, mais il suggère également qu'il est prêt à la laisser aux Européens pour qu'ils s'en occupent désormais. Est-ce simplement chercher un retour sur investissement des engagements de sécurité des États-Unis dans le monde, plutôt que d'être un fardeau pour les ressources? Ou pensez-vous qu'il a des ambitions plus larges en termes de mettre fin au conflit avec les Russes pour rapprocher un peu la Russie de l'Occident plutôt que de se tourner vers la Chine? Ou pensez-vous qu'il y a beaucoup d'improvisation en cours? Parce que, Allers, je trouve que c'est un peu de choses qui se passent trop vite, comme je l'ai dit au début. Je pense que le point de départ est qu'il y a de nombreuses voix à Washington. Il y a de nombreuses voix dans le milieu de la sécurité. Le président Poutine a observé de manière célèbre, dans une interview de 2017,
que les présidents arrivent au pouvoir avec des idées, mais que des hommes en costume sombre et cravate bleue viennent leur parler des réalités. Sans aucun doute, une partie de cela se produit. D'ailleurs, il entendait par réalité, entre guillemets. En d'autres termes, les réalités de l'État profond ou de la CIA. Donc une partie de ce qui se passe, c'est que Trump n'est pas seul. Le roi George III, contre lequel les États-Unis se sont révoltés en 1766, n'était pas seul. Il y avait un cabinet, il y avait un parlement, et ainsi de suite. Donc, Trump n'est pas seul dans cette situation, bien qu'il domine complètement le cycle médiatique. On pourrait dire qu'il le partage avec Elon Musk, mais c'est presque uniquement eux deux, à l'exclusion de tout le monde en ce moment. Donc, une chose est qu'il y a de nombreuses voix à Washington. Il y a un deuxième point, je crois, c'est que Trump surestime probablement grandement la main qu'il a. En d'autres termes, il pense que le pouvoir de négociation des États-Unis est beaucoup plus grand qu'il ne l'est, ou c'est un grand artiste du baratin et sait que la main est faible, mais sort donc avec un éclat particulier. Mais le point est que je ne pense pas que les États-Unis aient tant de leviers dans de nombreux endroits différents. Les États-Unis ne peuvent pas affronter la Chine, par exemple. Ce n'est même pas envisageable dans notre monde. Les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre contre la Chine. Dieu nous en préserve. Cela pourrait mettre fin au monde. Mais ce n'est pas comme si les menaces pouvaient vraiment résoudre les problèmes. Les États-Unis ne peuvent pas menacer l'Arabie saoudite ou le monde arabe en disant « Vous prenez les réfugiés de Gaza, sinon ». Il n'y a pas de sinon. Les États-Unis ne peuvent même pas menacer l'Europe, qui est le pire négociateur du monde entier, bien sûr, car ce sont 27 pays, dont certains sont des États vassaux des États-Unis, essayant de trouver une position. Mais même en matière de politique commerciale, le marché américain n'est tout simplement pas si grand et dominant, ni le dollar si écrasant. Au contraire, les États-Unis dépendent du financement de l'étranger, et Trump ne peut pas simplement faire des menaces, à moins que tout le monde ne se soumette et ne se conforme. Il y a donc beaucoup de bravade. Il y a beaucoup de confusion. À mon avis, il n'y a pas de stratégie claire à ce stade, et il se peut qu'il n'y en ait pas. Nous devons également comprendre que les États-Unis sont remplis de problèmes internes. Les États-Unis sont remplis de problèmes politiques internes qui sont assez profonds. Nous avons actuellement un déficit budgétaire chronique de 7% du PIB, ce qui est important, avec une perspective de dette en forte augmentation par rapport au revenu national, et d'énormes problèmes sociaux qui n'ont même pas été mentionnés une seule fois depuis l'arrivée du gouvernement. Il n'y a pas de discussion sur la crise sanitaire, la crise sociale, la crise de la pauvreté, la crise du logement, sauf pour expulser les migrants illégaux. C'est la seule partie de cette discussion, et ils veulent dépenser plus pour l'armée. Il est maintenant question de plusieurs milliers de milliards de plus pour moderniser le soi-disant arsenal nucléaire, plus un nouveau système de missiles antibalistiques basé dans l'espace, le dôme de fer, coûtant des centaines de milliards de dollars pour des technologies complètement non prouvées. Avec les coupes budgétaires, c'est la plus grande aspiration de Trump. Donc, il y a beaucoup de contradictions profondes, et je ne les vois pas disparaître. Maintenant, est-il possible que de bonnes choses se produisent? Oui. La façon dont vous avez commencé en imposant une structure intellectuelle cohérente à tout cela est absolument un résultat possible que l'administration pourrait choisir, qui est le repli, qui est la paix avec la Russie, la paix avec la Chine. Vous restez en dehors de notre quartier. Nous restons en dehors de votre quartier. Nous baissons le ton. Nous revenons à un cadre de contrôle des armes nucléaires.
Nous mettons fin à la guerre au Moyen-Orient avec un État de Palestine aux côtés d'un État d'Israël. Tout cela est à portée de main. Il se pourrait qu'en 6 mois, mon Dieu, ce soit un nouveau monde censé. Ce n'est pas impossible. Mais nous ne devrions pas encore dire que c'est la stratégie, car nous n'avons absolument aucune confiance que c'est la stratégie, et que c'est d'une manière ou d'une autre la stratégie qui pourrait être imposée par Trump et son équipe, même s'ils le veulent, car ils ne sont pas seuls à Washington. Trump and his team, even if they want it, because they're not alone in Washington.